Au moment où Melville s'attaque au Cercle Rouge, donc, il sort de son grand film. Le dernier volet de sa trilogie sur la guerre, Le silence de la mer, Léon Morin prêtre, et donc L'Armée des ombres. Il vient de réaliser, en fait, ce qui est possiblement, même si c'est pas reconnu comme tel, mais ce qui est possiblement le plus grand film français de l'après-guerre. Et d'évidence, le plus grand film sur la résistance. Seulement, ce qui se passe avec l'Armée des Ombres, c'est que c'est un film qui coûte cher, c'est une reconstitution très onéreuse, il y a beaucoup de stars, Simone Signoret, Paul Meurice, Lino Ventura, et le film ne réalise pas les entrées qu'espère Melville. L'Armée des Ombres, contrairement à ce qu'on imagine, n'a pas été un grand succès en France. Le film a fait 1,5 million d'entrées, je crois. C'est un succès, mais c'est pas un triomphe. Il est tombé à un mauvais moment, puisque c'est un film, j'ai envie de dire, d'inspiration gaulliste, par la manière dont il exalte la résistance française, et que 1969, la date de sortie, correspond au départ du général de Gaulle, qui a quand même été mis à la porte par le peuple français à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et ça semble vraiment très surprenant avec le recul, mais Melville, donc, qui s'envisage ou qui veut devenir le grand cinéaste commercial français, regarde en fait a en tête deux modèles ou deux rivaux. L'un est Gérard Houry, avec lequel Melville est très ami. Et bien évidemment, avec Gérard Houry, pour Melville, il n'y a pas de concurrence. Tout simplement parce que Gérard Houry est un metteur en scène de comédie, Jean-Pierre Melville, pas tout à fait. En revanche, l'autre modèle vers lequel Melville lorgne en permanence, et ça semble surprenant avec le recul, c'est Henri Verneuil. Donc Henri Verneuil, c'est depuis le début des années 1960, l'un des grands cinéastes de genre français est quelqu'un qui a, on va dire, qui assure un succès commercial quasiment à chaque fois. On va dire qu'au moment du Cercle Rouge, Verneuil est entre autres le cinéaste, le cinéaste du Clan des Siciliens. Autre film d'ailleurs qui empile les stars, Ventura, Delon, Jean Gabin. Et Melville est obsédé par Verneuil. C'est-à-dire que vraiment, il veut faire mieux que Verneuil. Ce qui semble surprenant, parce que faire mieux que Verneuil pour Henri Verneuil est un excellent metteur en scène, très bon technicien, vraiment excellent artisan, mais ce n'est pas faire injure à Verneuil que de dire que Melville est un cinéaste largement supérieur. Et on a du mal à imaginer pourquoi Melville pourrait éprouver ne serait-ce qu'un vague complexe vis-à-vis d'un réalisateur dont il a 10 fois plus de talent. Sauf que la jauge pour Melville, ce sont les spectateurs. Et il se dit, voilà, Verneuil réussit sur un terrain sur lequel je n'ai pas encore pu faire mes preuves, du moins à la hauteur que je souhaite. Un portefeuille, 30 000 anciens francs, 3 photos, un permis de conduire, un passeport, Périmé. une montre bracelet en platine, un trousseau de clés, c'est tout. Le casting du Cercle Rouge, il y a d'abord un centre de gravité qui s'est affirmé depuis le Samouraï, à savoir Alain Delon. On peut se dire que la première pièce de l'édifice du Cercle Rouge, c'est Alain Delon. Autour d'Alain Delon, le recrutement est plus compliqué. Pour le rôle du commissaire, le commissaire Mattei, Melville voulait Ventura. Juste avant le tournage, Jean-Pierre Melville s'aperçoit que Lino Ventura, auquel il destinait le rôle du commissaire Mattei, et qui devait pour la première fois jouer un flic, vient d'en jouer un dans le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil. Donc il veut absolument pas enchaîner les deux films, il veut absolument pas que Ventura soit 2 fois de suite un flic au cinéma. Il se fâche avec Lino Ventura pendant le tournage de L'Armée des Ombres, donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour jouer le fameux commissaire Mattei. Alors il va penser à ses proches, d'une certaine manière, Paul Meurice,
qui est un acteur exceptionnel, qui est une grosse vedette à l'époque. Il a pensé aussi à Serge Reggiani. Et puis, à un moment, il va faire ce que font les grands cinéastes, c'est-à-dire que quand ils sont partis avec une idée, ils n'essaient pas de trouver un plan B, ils essaient de renverser la table pour faire quelque chose de totalement différent. Et il va chercher Bourvil. Bourvil qui est d'abord pas du tout dans son univers, et puis qui représente quelque chose d'autre dans le cinéma français. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il va l'amener dans son univers. Il va littéralement transformer Bourvil pour en faire un acteur melvillien. Et là-dessus, il a un sens de la manipulation tout à fait extraordinaire. Alors on connaît le sens de la manipulation de Melville, parfois violente, parfois colérique, mais ça peut aussi se faire totalement en douceur. Et en l'occurrence, dans le Cercle Rouge, ça va se faire de manière extrêmement sobre. Le personnage, celui-là, que vous voyez, est assez près de ce que je suis à la ville, quoi. Ce qui fait que lorsque je joue des personnages sérieux, ben, je joue un peu comme si j'étais André Rimbaud, puisque c'est mon nom. Et je suis sobre, j'y pense à être sobre. Bourvil, c'est le seul film qu'il ait fait sous le nom d'André Bourvil. Parce que Jean-Pierre estimait que Bourvil, c'était un comique troupier, c'était un chanteur formidable, un acteur génial, mais il voulait que dans son film, il soit un acteur différent. Et donc, pour la première fois de sa vie, Bourvil a tourné sous le nom d'André Bourvil. Bourvil change au sens propre d'identité, ou du moins il regagne son identité. Ce qui est quand même assez cocasse de la part d'un metteur en scène qui s'appelait Jean-Pierre Grimbach et qui au cinéma est devenu Jean-Pierre Melville. La question du nom chez Melville est véritablement un sujet sans fond, je veux dire un sujet absolument inépuisable. Donc ça, c'est la première chose qu'effectue Melville. L'autre chose, c'est qu'il emmène Bourvil chez des tailleurs, chez un chapelier, pour véritablement, ce qu'on dit aujourd'hui, le customiser, pour l'habiller. Il va en faire quelqu'un de bien habillé. C'est son obsession d'en faire quelqu'un de bien habillé. Donc, avec Bernard Storac, qui est son assistant sur le film, ils vont aller chez les meilleurs tailleurs de Paris, lui faire essayer des costumes avec les meilleures étoffes. Ils vont lui faire essayer des chapeaux, les plus beaux chapeaux. Et Bourvil va d'une certaine manière se trouver beau. Et du coup, il va aborder le personnage totalement différemment. Voilà comment Bourvil est, pour la dernière fois, malheureusement, puisqu'il mourra peu de temps après le tournage du film. Il ne verra jamais d'ailleurs, il ne verra d'ailleurs jamais le film. Mais peut-être pour la première fois, et donc la dernière fois, Bourvil est absolument sublime à l'écran. Quand je dis sublime, c'est esthétiquement, c'est-à-dire qu'on va dire ramené à une beauté que lui-même ne soupçonnait pas. À l'origine, pour le rôle de Jeanne-Marie Volonté, donc pour le rôle du fugitif, Melville voulait Belmondo. Alors, on sait bien que Melville était amoureux de Belmondo, ou plutôt amoureux du comédien Belmondo, depuis Léon Morin-Prêtre, enfin avant Léon Morin-Prêtre, en fait, quand il le voit dans Classe Touriste. Melville et Belmondo font 3 films ensemble, Léon Morin-Prêtre, Le Doulos, L'aîné des fers chauds. Ça se termine extrêmement mal sur L'aîné des fers chauds, puisque Belmondo s'en va avant la fin du tournage et en cassant la figure à Melville. Et les deux hommes ne se parleront plus. Et ils ne se sont toujours pas adressé la parole au moment où Melville prépare le Cercle Rouge.
On sait maintenant que Melville avait vraiment tout fait pour obtenir l'assentiment de Belmondo. Véritablement, ce dont il rêvait, c'était un affrontement, le premier affrontement Delon-Belmondo à l'écran. Peu de temps avant, en fait, il y a eu Borsalino, sauf que, bon, avant Borsalino, justement, Melville a pensé cet affrontement. Malheureusement, Borsalino est un film très moyen. La rencontre Delon-Belmondo à l'écran, en fait, s'avère une fausse rencontre, véritablement de façade. Et comme Belmondo est quelqu'un d'extrêmement têtu, avec une haine tenace, l'insistance de Melville n'y fera rien, et donc il dira non. Il a cette idée pas de l'affrontement, mais de l'association avec Montand aussi. C'est-à-dire qu'il s'entendait très bien avec Montand, il pensait que le personnage de Montand par rapport au personnage de Delon et cette sorte de, non pas de confrontation, mais d'assemblage qu'avaient ces deux comédiens serait formidable. Et puis Montand, c'était l'époque où il en revenait beaucoup du communisme. Où tout d'un coup, il se disait, l'époque stalinienne, j'ai rien compris au départ. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Montand, parce que j'ai beaucoup travaillé en tant que réalisateur de télévision avec Yves. Et Yves avait une énorme admiration pour Jean-Pierre, enfin après la mort de Jean-Pierre. Et ils avaient des discussions politiques qui étaient équitables, c'est-à-dire qui étaient parfaites, ils s'entendaient très bien. Il n'y avait pas du tout l'un qui était à gauche et l'autre qui était à droite. C'était deux hommes, pour finir, assez raisonnables. De sortir, il n'y a personne. Les mains en l'air. Volonté, vedette du cinéma italien, acteur communiste, c'est important, régulièrement dans des films engagés, à gauche, enfin véritablement dans la mouvance du cinéma politique italien de l'époque. Et Volonté se retrouve là pour des raisons de copro. C'est qu'à un moment, c'est une copro. Le Cercle Rouge est une coproduction franco-italienne, donc il faut un acteur italien quelque part. On peut imaginer que si Melville avait eu Belmondo, les obligations de coproduction auraient sauté, parce que bon, Belmondo, enfin, je veux dire, le couple Delon-Belmondo, ne souffrait d'aucune discussion. Mais là, soudain, en l'absence de ces stars, les règles de copro s'appliquent. Le problème, et c'est pas rien, c'est que Jeanne Maria Volonté est donc communiste et Jean-Pierre Melville gaulliste. Or, ça ne fonctionne pas. Jean-Pierre était plutôt un homme de droite et l'autre était un syndicaliste ultra-gauchiste. Donc, ils ont discuté pendant... Enfin, ça a été deux hommes qui ne se comprenaient pas politiquement. Enfin, Jean-Pierre le comprenait très bien politiquement parce que son frère, qui était Jacques Grimbach, avait été un des porte-drapeaux du Front populaire et du Parti socialiste. Mais... les deux hommes étaient en contradiction sans arrêt. Le traitement subi par Volonté sur le tournage était tellement insupportable qu'à un moment, l'acteur italien a fait ses valises et est parti. Et donc, il était à l'aéroport d'Orly pour Rome, et c'est Alain Delon qui est venu le chercher pour lui dire, écoute, effectivement, tu en prends plein la gueule sur ce tournage, c'est insupportable, mais tu ne peux pas partir. Parce que si tu t'en vas, le film s'arrête. Et si le film s'arrête, tu n'as plus de carrière, c'est fini. Donc tu ne peux pas, tu es obligé de revenir. Ce qui raconte aussi quelque chose de l'importance du dispositif Delon dans la mécanique Melville. En fait, Alain Delon n'est pas seulement la star de Jean-Pierre Melville, il est presque d'une certaine manière son second.
C'est presque quelqu'un qui, on va dire, non pas serre les boulons, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a besoin de serrer les boulons d'un tournage de Melville, mais quelqu'un, on va dire, qui parfois arrive à combler les lacunes humaines de son réalisateur. Ces deux hommes, au fond, sont complètement parallèles. C'est-à-dire, ils sont arrivés au bout de leur degré de perfection. C'est-à-dire, ils se sont déjà entendus sur la perfection, Delon et Melville, parce que ils ne pouvaient que se comprendre. En plus, bon, je parlais Jean-Pierre, homme de droite, Delon, homme de droite. Donc déjà, tout concordait entre eux. C'était des gens qui n'ont peur de rien. Delon, un peu de par sa formation initiale. Jean-Pierre, par la guerre. Jean-Pierre, c'est un mec qui n'avait pas peur de la mort, quoi. C'est un type qui a fait quand même 5 ans de guerre sans être blessé. C'est invraisemblable. Mais il a quand même fait le débarquement, Casino et tout. C'était... Et Delon, lui, c'était pas la guerre, mais c'est un peu un milieu interlope. Il sait même ce côté-là les rapprocher. C'est-à-dire que Jean-Pierre avait gardé plein d'amis parmi le milieu. Puisque ces jeunes gens, quand ils s'étaient revenus de la guerre, ben Jean-Pierre, ma grand-mère me l'a toujours raconté, il est arrivé, il a déposé son flingue sur la table de la salle manger. Et les autres, ils l'ont gardé, et ils sont devenus gangsters. Et lui, il est devenu cinéaste. C'est un peu deux puissances face à face, mais deux puissances qui ont compris que leur union était totalement magique et que l'un sublimait l'univers de l'autre, d'une certaine manière. Vous savez, Delon, on peut dire beaucoup de choses sur lui, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il sait ce qu'est un bon metteur en scène, et il sait ce qu'est un bon film, et il sait ce qui va le rendre bon. Et il sait que dans un film de Melville, il est bon. Et de son côté, Melville trouve en lui quelqu'un d'assez mutique, ce qui n'est pas le registre habituel des comédiens français. Les comédiens français, par tradition, sont des comédiens du verbe, souvent issus du théâtre, pas Delon. J'ai la chance de connaître quelques réalisateurs en qui j'ai toute confiance et vis-à-vis de qui je suis prêt à me livrer totalement. Et quand je dis totalement, c'est même au-delà de la lecture d'un scénario. Melville en est un exemple, par exemple. Je veux dire simplement le fait que Melville me dise « Alain, nous tournerons en mars prochain une histoire de Camelot. D'accord, Jean-Pierre, puisque vous le voulez ainsi, mais je n'ai encore rien écrit. Eh bien, écrivez, et puis voilà. » Et ceux-là sont très rares quand même. On connaît l'entente parfaite entre les deux hommes, idéale, en particulier sur le samouraï, le cercle rouge. Ce sera un petit peu plus compliqué sur un flic, mais clairement, au moment du cercle rouge, l'entente entre les deux hommes dépasse les mots. Pourquoi est-ce le cas ? Parce que Delon est l'acteur idéal pour Jean-Pierre Melville. C'est-à-dire que Melville favorise l'abstraction chez ses comédiens, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'underplay. Il veut que ses comédiens soient le plus impassibles, mais en même temps que ces comédiens, en fait, concentrent leur jeu non pas vers des dialogues, mais vers une gestuelle, vers des gestes, ou alors favorisent leur costume, se fondent dans leur costume. Cette abstraction, elle déplaît à la plupart des comédiens qui ont souvent l'impression qu'on leur demande de ne pas jouer, d'être en fait de simples porte-manteaux. Cette méthode-là, elle convient à merveille à Delon, parce que Delon est lui-même un acteur porté vers l'abstraction. Ok. Donc c'est un acteur qui ne recherche pas le dialogue, c'est un acteur qui se complaît dans ses costumes, qui trouve un plaisir infini,
Par exemple, on se souvient de la fameuse séquence du samouraï où Delon, devant sa glace, ajuste son Borsalino. On sait que cette séquence, je veux dire, qui dure 2 secondes à l'écran, avait pris une demi-journée sur le plateau. C'est-à-dire que pendant une demi-journée, Delon et Melville étaient véritablement en train de régler le Borsalino donc sur la tête de Delon, mais comme s'il s'agissait d'un objet de grande précision, comme si vraiment on parlait comme s'il s'agissait de 2 savants atomistes, quoi, qu'on était véritablement à un micron près. Et Delon, en fait, adorait cela. Ça le comblait au plus haut point. Donc, ces 2 hommes se retrouvent sur cette manière de jouer insupportable pour la plupart des comédiens, mais qui leur convient au plus haut point. Ce que ça donne concrètement sur le Cercle Rouge, qui est assez fascinant lorsqu'on regarde le film du seul point de vue de Delon. Eh bien, on s'aperçoit qu'au moindre geste effectué par Delon, eh bien, ce geste porte la signature de l'acteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul geste que Delon effectue, on se dit, tiens, ça ressemble à celui que moi ou n'importe quel autre comédien aurait effectué. Non, il n'y a rien dans le Cercle Rouge, bien évidemment dans le Samouraï, mais il n'y a rien dans le Cercle Rouge, chez Delon, qui ressemble à ce que l'homme de la rue pourrait faire. Ce que ça donne concrètement, c'est si on prend cette scène où Delon sort de la prison des Baumettes et retourne chez son ancien complice pour récupérer de l'argent dans son coffre. Eh bien, quand on voit Delon ouvrir une poignée de porte, eh bien, on a l'impression qu'il force un coffre. Il y a une charge dramatique inédite, inhabituelle, dans chacun de ces gestes qui fait qu'on se demande mais qu'est-ce qui va se passer ? Dans bien des cas, il ne se passe rien de spécial, mais chaque geste de ce comédien a une charge dramatique absolument inhabituelle. C'est une vraie amitié de 2 hommes. Moi, j'ai alors beaucoup travaillé avec Delon. Il m'a beaucoup parlé de Jean-Pierre, évidemment. Et ils avaient besoin de se voir en dehors du cinéma. Moi, je me souviens, Jean-Pierre habitait à la campagne. Il habitait au-dessus de Mantes, dans un petit village qui s'appelait Logne, mais pas le Logne de l'autre. Et un jour, on était en train de discuter avec Jean-Pierre, on allait déjeuner, et tout d'un coup, on a vu un bruit, beaucoup d'air. C'était Alain qui avait besoin de voir Jean-Pierre et qui arrivait en hélicoptère. Et ces 2 hommes avaient besoin l'un de l'autre. Ils se sont fâchés sur le dernier film. À la mort de Jean-Pierre, on a truqué la mort de Jean-Pierre dans le temps, parce que, à vrai dire, il n'avait pas un rond, il avait beaucoup de dettes, et il y avait un ministre qui s'appelait André Bord à l'époque, qui était son ami, et qui nous avait dit « Essayez de sauver tout ce que vous pouvez pour sa femme avant que ce soit saisi ». Donc quand Jean-Pierre est mort, on n'a pas annoncé sa mort. Et la mort n'a été, à vrai dire, annoncée que le lendemain. Donc Alain a appris, à cette époque-là, il y avait le téléphone rouge à Europe, il a appris, par Europe numéro 1, que Jean-Pierre avait eu un accident cardiaque. Or, il était mort, mais il ne le savait pas. Et il était dans le Midi, il a voulu prendre son hélicoptère, le temps était trop mauvais, le pilote n'a pas voulu décoller, il est arrivé donc à 5h du matin au studio Génère. Et mon cousin, Laurent Grousset, et moi, on était allés chercher à la morgue de l'hôpital le corps de Jean-Pierre qui ne voulait pas qu'on laisse à la morgue. Donc, ils nous ont laissé sortir le corps. Donc, le corps, il avait suffi de passer par une petite porte qui était dans la rue de la Pitié-Sainte-Pétrière, sur la rue Génère. Et on avait monté le corps chez lui, au premier étage du studio. Et quand Delon est arrivé, c'est moi qui lui ai ouvert en voyant ma tête. Il m'a dit, il est mort. Il s'est écroulé littéralement dans les escaliers de l'entrée du studio. Et les gens, les très proches qu'on avait avertis, qui venaient, marchaient presque sur un mec qui était en bas des escaliers, sans s'apercevoir. C'était Delon, il a mis 4 heures à se relever. C'était étonnant, la sorte de complicité qu'il y avait entre ces 2 hommes qui se sont compris. Et j'ai lu une lettre, Jean-Pierre a voulu me la faire lire, un jour, chez lui, que Delon lui envoyait des États-Unis
pour lui expliquer combien il comprenait que Jean-Pierre avait aimé ce qu'on appelait l'Amérique à l'époque. Et Delon l'avait écrit merveilleusement bien. Il lui avait écrit une lettre extraordinaire. C'était, je crois que pour Jean-Pierre, qui n'a pas eu d'enfant, c'était plus un amour filial qu'il avait pour Delon que de fraternel. Je crois. Enfin, on ne peut jamais savoir. Mais je le ressentais, moi, comme ça. Oui, oui. Alain, bordure de cadre droit. Les deux hommes, volonté. À gauche, debout contre la voiture, venant. Envoyant un revolver à Alain, qu'Alain rattrape. Moi, il me l'a toujours dit. Il a toujours dit à tout le monde que lui, son film était terminé quand il avait écrit le scénario, le script, les dialogues et le découpage, et qu'il recommençait au montage. Mais le tournage, je pense qu'il détestait ça. Il appelait le tournage la FFI, faculté fastidieuse indispensable. Bon. Sauf qu'il savait très bien que si tu ne tournes pas, tu n'as pas de film. Et évidemment, comme disait John Ford, shoot to edit, il faut tourner pour monter. Et il tourne lui aussi pour monter. Donc pendant qu'il tourne, c'est ce qu'il m'a dit pendant le tournage d'un flic, il m'explique déjà comment il va le monter. Donc c'est pas non plus si pénible que ça. Donc moi, je pense que même s'il s'en plaignait, même si effectivement il se sentait au-dessus ou différent de ses techniciens et de ses comédiens, et donc ça fabriquait une atmosphère parfois difficile, je pense qu'il aimait quand même ça. Monsieur, allez-vous-en, merci. Henri Decazes, c'est son chef opérateur depuis son premier film, c'est-à-dire depuis Le Silence de la mer. Il ne s'est pas entendu avec les deux premiers chefs-op du Silence de la mer, et puis Decazes est arrivé, il y a une connivence absolue, ils ont fait ce film dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire en utilisant des restes de pellicules qui n'avaient pas été utilisés par d'autres cinéastes, en tournant le film pendant quasiment une année parce qu'il n'y a pas de budget, dès qu'ils ont un petit peu d'argent, ils tournent. Donc ils ont vraiment fait du bricolage, mais entre-temps, Decazes a été remarqué, il est devenu le chef opérateur de la Nouvelle Vague, et puis de la Nouvelle Vague, il est devenu le chef opérateur, directeur de la photo du Cornio, du Clan des Siciliens. Il a même tourné aux États-Unis avec Sidney Pollack, Un château en enfer. Donc Henri Decazes a commencé avec des bouts de ficelle, il s'est habitué à des équipes lourdes, parce qu'il y a le budget pour. Donc avec beaucoup de machinistes, avec beaucoup d'électriciens, avec la possibilité de faire des lumières plus belles. Mais si, pour faire ça, il faut prendre du temps. Melville, vous savez, c'est un impatient. Donc effectivement, il a eu l'impression que Henri Decazes, qui était un artiste artisan, était devenu un industriel d'une certaine manière, et ça l'a agacé. Puis vous savez, Melville, il a besoin de tête de Turc pour avancer. Donc l'heure était venue pour Henri Decazes, après une longue collaboration, d'être la cible de Jean-Pierre Melville. C'est un immense technicien. Il connaît tous les outils, tous les accessoires, les objectifs, la caméra, tout. Donc, maîtrisant parfaitement la technique, il se sent capable de faire la leçon à ses techniciens, qui sans doute n'aiment pas ça, mais en même temps, acceptent, comprennent, et tolèrent même, et comprennent, subissent la loi d'un maître, puisqu'ils se rendent compte que même dans leur domaine à eux, il en sait autant qu'eux. Ça s'appelle le contrôle. Kubrick, c'était pareil, hein. Il veut tout contrôler. Donc, si vous voulez tout contrôler, il vaut mieux tout connaître. La troisième combinaison, vous la ferez beaucoup plus lentement. Et là, il vous pousse. Oui, dès qu'il passe, voilà. Je te les rendrai. Ce qui est formidable dans Le Cercle Rouge, c'est la mise en scène de Melville. Les gens se demandent toujours un petit peu qu'est-ce que c'est la mise en scène. C'est de la technique? Non, c'est pas ça. C'est la gestion des personnages dans l'espace. Et ça, Melville est un maître
absolue en la matière. Vous regardez la manière dont les gens évoluent à l'intérieur de chaque pièce, c'est une véritable chorégraphie. Et ça explique d'ailleurs que ça transcende le scénario. Parce que finalement, le scénario du Cercle Rouge, c'est pas grand-chose, hein. C'est même hautement improbable. Si on commence à vous dire un prisonnier s'échappe d'un train et se retrouve dans le coffre d'une voiture conduite par un gangster qui a été libéré de prison, vous dites c'est n'importe quoi. Mais c'est ce que Melville va en faire, à travers la mise en espace, à travers la dilatation du temps. Parce que le film est très long. On a toujours l'impression qu'il passe très vite, mais en fait, il fait un petit peu plus de 2h10, ce qui est très long pour l'époque. Il a le sens de créer des scènes incroyables où il ne se passe pas grand-chose. Et ça, c'est le génie du metteur en scène. Champ contre champ, chez Melville, c'est à 1 mm près. C'est-à-dire que pour ne pas donner plus d'importance à un des deux personnages, il faisait mesurer par l'assistant opérateur, avec le mètre qui était le long de la caméra. À ce moment-là, il faisait mesurer à 1 mm près pour que ce soit la même distance, la même grandeur de cadre, la même superficie. C'est extraordinaire. C'était presque de la maniaquerie chez Jean-Pierre, en fait. C'est-à-dire, tout était à 1 mm près. Il s'est fâché avec Delon à cause du raccord du wagon-lit du film suivant qu'il a fait avec Alain, qui s'appelait Un flic, parce que Delon, qui tournait un autre film avec Zurlini, dont il était producteur, venait tourner en principe le matin au studio. C'était pas à Jenner, parce que Jenner avait brûlé, mais au studio de Boulogne. Et Delon voulait partir à telle heure pour rejoindre notre film qui tournait à Rome ou en Italie. Et un jour, Jean-Pierre doit tourner avec un raccord avec Delon, et puis tout d'un coup, il dit « Oh là là, il n'est pas normal ce wagon que vous me mettez. Il y a un petit tracé jaune sur tous les wagons-lits de l'époque de cette société. » Alors, et il surveille ça au lieu de s'occuper de Delon. Et c'est comme ça qu'ils se sont fâchés avec Alain. Alain a attendu 2 heures, donc son avion il ne pouvait plus le prendre. Ils sont pas bavards. On sait maintenant que les voix des comédiens chez Melville étaient post-synchronisées. Melville s'amuse à dire que, justement, la post-synchronisation, en dirigeant ses comédiens en studio, cela lui permettait, en fait, de refaire une partie du film et, en fait, de modeler la voix de ses comédiens sur sa propre voix. C'était un moyen d'instrumentalisation supplémentaire. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais je tourne mes films en direct, mais je refais toujours le doublage après. C'est-à-dire que je ne veux pas embêter un comédien en dirigeant à la fois son attitude gestuelle et sa diction. Je trouve que ce sont 2 choses différentes, il faut le faire en 2 temps. Donc, son témoin, ne serait-ce que pour le montage, c'est agréable d'avoir le son. Quand je tourne avec un Caniflex qui fait du bruit, je fais le son seul tout de suite après. Et j'ai à la fin du film une double bande convenable, correcte, qui pourrait suffire d'ailleurs. Disons que si je mourais à la fin du film, le producteur ne serait pas perdu pour autant, il aurait un film terminé. Mais ce que je fais après, alors, c'est le doublage. Total, complet. Alors là, c'est la grande direction d'acteur. Pour que mes acteurs aient l'air d'être vrais, malgré qu'ils soient les personnages de légende, il faut qu'ils aient un petit peu ma diction, il faut qu'ils aient surtout ma cadence. Allô, la gendarmerie? Ici le commissaire Mattei, brigade criminelle de Paris. Je convoyais par le train bleu un prévenu qui a réussi à s'évader. Oui, faites établir immédiatement des barrages sur toutes les routes comprises entre Arnay-le-Duc, Nuit-Saint-Georges, Beaune, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Autun. Je suis actuellement au passage à niveau de Meursault-l'Hôpital.
Oui, qui coupe la D23, oui, c'est ça. Quoi? Bon, dites au capitaine de venir ici, je vais tout lui expliquer. Ah oui, autre chose. Demandez au préfet de déclencher le plan Rex pour toute la région. Et prenez des chiens pour les battus hors des routes. Je vous attends ici. Ah, ne perdez pas une seconde. Hein. En ce qui concerne Bourvil, Bourvil n'a pas l'habitude de faire ce que je lui ai demandé dans ce film. Donc il fallait constamment que lui et moi pensions à ce que j'allais lui faire en auditorium après. Et ça s'est très très bien passé. Bourvil a parlé avec un tempo beaucoup plus rapide que d'habitude. C'est un homme qui parle lentement d'habitude. Je l'ai obligé à parler presque aussi vite que moi. Pas tout à fait aussi vite que moi, mais presque. Bourvil a un parler extrêmement caractéristique. Et il lui a fait supprimer les « e », c'est-à-dire qu'il ne dit pas « je reviendrai », mais il lui fait dire « je reviendrai ». C'est un travail millimétrique, mais c'est ça la direction d'acteur. C'est pas simplement raconter les intentions des personnages, c'est à la fois trouver leur diction, trouver leur costume, et à partir de là, inventer quelque chose. Bourvil était déjà malade pendant le tournage, il était d'un courage héroïque, parce que c'était un rôle lourd, et puis il fallait supporter aussi le personnage de Jean-Pierre Melville. Régulièrement sur le tournage, Bourvil disait « mais pourquoi il s'énerve autant ?» Parce que Bourvil, quand il était fatigué, n'avait pas le temps pas le courage et pas la force de remonter dans sa loge qui était à l'étage au studio de Boulogne. Et le dernier jour de tournage, il avait cette scène très forte, tous les hommes sont coupables, et il la joue formidablement bien. Et Bourvil lui dit « Monsieur Melville, est-ce que je peux en faire une autre ?» Melville accepte. Il a tenu à faire une blague. Il a dit à l'adjoint qu'il suivait. Et vous savez comment j'ai fait pour arriver à la solution de cette affaire? Eh bien, c'est tout simplement en appliquant la, et là, il s'est mis à chanter. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être... Je crois qu'il y a deux périodes chez Melville. Il y a une période où il a été un cinéaste qu'on pourrait, c'est un grand mot, mais un peu maudit, où on se disait, tiens, très intéressant, formidable, Melville, il a du talent, il a un style, on reconnaît un Melville. Mais il n'y avait pas de spectateurs, pour ainsi dire. Et ça a été clos un peu avec un film auquel il tenait beaucoup, sur lequel... où Paris est merveilleusement filmé avec Bob le Flambeur. Mais c'est un échec pour Jean-Pierre. Et puis, tout d'un coup, cette transformation entre qui sont devenus des films à succès, dont il adorait ça. Et cet homme qui était un cinéaste pro-Nouvelle Vague, au départ, mais... Pas tellement regarde, pas avec aucun succès d'entrée, pour ainsi dire, tout d'un coup, arrive à continuer avec son style, à faire à peu près la même chose, mais ça, avec le succès. Et il y tenait beaucoup, c'est évident. Le Cercle, j'ai encore le souvenir des queues le long des Champs-Élysées, parce que ça passait dans un merveilleux cinéma qui s'appelait le Colisée, les queues de gens sur les Champs-Élysées, et le fameux carton qui malheureusement n'existe plus, rouge, avec écrit complet que les propriétaires de la salle étaient obligés de mettre à la porte pour que les gens attendent la prochaine séance. Et ils attendaient la prochaine séance. Et donc c'est un triomphe, c'est un grand succès. L'affiche est formidable, le casting fait rêver tout le monde, le titre, et puis c'est Melville. Parce qu'il est là, il est à son sommet, effectivement. Et c'est un immense succès. Ce qu'il a toujours souhaité, ce dont il a toujours rêvé, et il y est arrivé, critique. Les critiques sont épatés, bluffés. Et bien sûr, public. Je n'ai pas les scores du box-office de l'époque, mais à l'époque, il pète tous les records. Hein. Le Cercle, c'est l'épitome de ce qu'il a fait précédemment. Sa revanche sur l'échec de l'armée, l'affirmation et la confirmation aux yeux, et ça comptait quand même pour lui, disons, du village, qu'on appelait le village à l'époque, les critiques, les journalistes, tout ça se passe. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de Twitter, il n'y a rien de tout ça, mais il y a
dans Paris une espèce de... ce qu'on peut appeler la rumeur urbaine. Et aux yeux et aux oreilles de cette rumeur urbaine, il impose la certitude de son savoir-faire.